1977, l'année du premier Star Wars, de l'ouverture du centre Pompidou, de l'Apple II, du dernier voyage de l'Orient Express et de la mort de Charlie Chaplin. C'est dans ce monde-là qui paraît si proche et si lointain à la fois qu'est apparu le premier vrai break de Mercedes, connu sous le nom de T-Model, et qui a non seulement permis à la firme allemande d'élargir sa clientèle potentielle, mais a également créé un marché à lui seul. Retour aujourd'hui sur le légendaire break à l'étoile. Dans les années 70, si vous vouliez une Mercedes, les choses étaient simples. Vous aviez le choix entre les berlines et les coupés de la gamme dite basse, série 123 dont les héritières contemporaines se nomment classe E, la classe S, série 116, ou le Roadster SL et son dérivé SLC à toit fixe, série 107. Bien des segments de marché restaient donc à explorer pour la firme à l'étoile, à commencer par celui des breaks familiaux. Certes, dans le passé, après quelques réalisations expérimentales basées sur la berline dite ponton, la Daimler-Benz avait autorisé son importateur belge, la société IMA, à tenter l'aventure des breaks Universal, construits dès 1965 sur la base des berlines Eckfloss de la série 111 et intégrés au catalogue officiel, mais cette initiative n'avait pas connu de suite. À partir de 1968, des carrossiers comme Binz ou Miessen, et je vous interdis de vous moquer de mon accent allemand, avaient transformé plusieurs exemplaires des berlines Strich Art en break. Cependant, il s'agissait là de créations artisanales assemblées en de très faibles volumes. Dans l'esprit de la plupart des gens, les breaks demeuraient alors étroitement connotés à des préoccupations essentiellement utilitaires, oubliant le confort, la sophistication technique, les performances ou le luxe. Le break était-il pour autant condamné à un rôle d'humble serviteur et aux tâches laborieuses accomplies dans l'ombre ? Certainement pas, décidèrent les responsables du projet 123, même s'il aura fallu du temps pour convaincre les dirigeants de Mercedes du bien fondé de leur idée. L'introduction d'une variante break de la future berline a été envisagée dès les débuts de l'étude du modèle, mais validée très tardivement à l'automne 1975. Cela n'a pas nui à la qualité du design de l'auto, avec une intégration du volume arrière particulièrement harmonieuse. Bien sûr, la série T n'a pas été le premier break joliment dessiné de l'histoire. La Chevrolet Nomade ou la Simca Marley avaient, en leur temps, démontré que l'on pouvait très bien associer praticité et distinction. Néanmoins, qu'un constructeur de l'importance de Mercedes prenne le risque d'investir une catégorie aussi peu noble envoyait un signal dépourvu d'ambiguïté à la clientèle comme à la concurrence. Désormais, les familles nombreuses, les architectes ou les amateurs de nautisme, mais aussi les professions manuelles, allaient pouvoir s'extraire des Opel Rekord Caravan et des Peugeot 504. Tout le monde pouvait comprendre que le break étoilé avait été aussi bien conçu pour transporter des clubs de golf que le matériel de peintre en bâtiment. La fiche technique ne laissait apparaître aucun compromis, tandis que la finition et les aménagements intérieurs équivalaient à ceux des berlines. De la sorte, la suspension à 4 roues indépendantes était conservée, avec bien entendu des flexibilités adaptées pour l'essieu arrière, doté en série d'un correcteur d'assiette hydropneumatique. De surcroît, le client avait tout le loisir de feuilleter un épais catalogue d'options, conforme aux traditions de la marque et lui permettant de confectionner sa S123 à la carte. Si ses moyens l'y autorisaient, il pouvait par exemple commander une 280 TE, animée par le 6 cylindres en ligne double arbre de 177 chevaux, identique à celui des berlines et coupés, agrémenté d'une sellerie en cuir, de jantes en alliage d'aluminium, d'un toit ouvrant électrique ou encore d'une clim, aboutissant ainsi à une machine extrêmement séduisante, capable d'atteindre les 200 km/h chrono dans le plus grand des conforts et en silence, tout en bénéficiant d'une appréciable capacité d'emport allant de 523 à 879 litres selon la configuration choisie, ce qui nous fait à peu près 1172 bouteilles de schnapps. Car la partie arrière de l'habitacle témoignait d'une réflexion approfondie quant à l'évolution des styles de vie en cette seconde moitié de la décennie 1970. Aucune voiture de travail ne se transforme aussi vite en voiture de loisir, proclamait le catalogue spécifiquement dédié à la série T, et de fait, l'étendue des possibilités développées par Mercedes représentait une somme de réelles innovations pour l'époque.
Qu'il s'agisse de la troisième banquette implantée dos à la route, qui pouvait entièrement disparaître dans le plancher, et qu'il convenait de réserver aux jeunes enfants ou aux masochistes, des espaces de rangement astucieusement conçus et disposés, de la fonctionnalité 2 tiers 1 tiers des sièges du deuxième rang, dont l'assise était démontable, ou des divers accessoires disponibles, la prestation d'ensemble ne souffrait pas la critique et découlait d'un concept maîtrisé de bout en bout. En termes d'habitabilité, la Citroën CX faisait encore mieux, c'est vrai, mais son architecture et ses particularismes la destinaient à une autre clientèle, davantage soucieuse d'avant-gardisme que de standing. Opel et Ford fermaient le bal avec des voitures dont la solidité faisait toute la réputation, même si la Granada 2,8 litres à injection constituait une proposition digne d'intérêt pour les amateurs de conduite rapide. Pourtant, le T-modèle se destinait aussi aux travailleurs et aux familles de la moyenne bourgeoisie. À cet égard, la gamme diesel, qui s'étendait d'une version très poussive 240 TD avec 72 chevaux pour 1,5 tonne à vide, jusqu'à une 300 TD turbo à 5 cylindres, dont les 125 chevaux ne connaissaient aucun équivalent à ce moment-là, a représenté une part appréciable des ventes, surtout après le second choc pétrolier de 1979. Il ne faut pas oublier que Mercedes a écoulé un grand nombre de ses 123 diesel en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et de Dallas à Pour l'amour du risque, la version break a fréquemment incarné le luxe made in Germany dans les séries de l'époque, bien loin de l'image de l'expert comptable berlinois qui avait durement travaillé et longuement économisé pour s'offrir son break. La gamme essence n'était pas en reste, et en dehors des mélodieux mais gourmands 6 cylindres, le meilleur choix demeure la 230 TE, introduite en 1980, et dont la mécanique ressemble beaucoup à un compromis idéal, ses 136 chevaux et sa rondeur lui conférant un agrément d'utilisation toujours valable à l'heure actuelle, sans pour autant vous ruiner en carburant. Tout au long de ces 8 années de production, le modèle connut les mêmes évolutions que le reste de la gamme 123, c'est-à-dire que celles-ci furent très subtiles et sur le plan esthétique à peu près invisibles. La voiture n'a subi aucun restylage digne de ce nom et mis à part la généralisation des optiques rectangulaires à l'automne 1982, sa physionomie n'avait pas changé lorsque les derniers exemplaires tombèrent des chaînes de l'usine de Brême. Bien que relativement peu produite, si on prend en compte les 2,7 millions de 123 fabriqués au total, Mercedes n'a construit qu'environ 200 000 breaks. L'auto est peu à peu devenue iconique, ce que traduit une cote en sensible augmentation depuis quelques années. On la croise aussi bien dans les rassemblements d'automobiles anciennes que dans les shootings des magazines de mode. C'est définitivement la Mercedes à la cool, pas trop sophistiquée, presque rustique même, à peu près dépourvue d'électronique et que tout le monde croit indestructible, à tort car la corrosion a tué de nombreux exemplaires. Habitable, pratique, facile à entretenir, toujours prête à démarrer et à vous emmener dans la ville d'à côté ou à 5000 km de chez vous, d'une classe folle, elle a aussi le bon goût de fuir tout snobisme et il est facile de s'en faire une amie fidèle, compréhensive et accueillante. Alors prenez garde, si vous cédez à ses charmes, ce sera très probablement pour le reste de votre vie. Alors si vous n'avez pas peur de tomber amoureux, qu'une seule adresse, carjagger.com. Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous, ciao!